3, 2, 1, go! Bilan du chapitre 2, portion STE. Portion. Ben, let's go! On se lance là-dedans. Alors, comme pour la portion ST, ben, il y a quelques questions à choix, des cases à cocher au début. Ensuite, ben, on va se lancer avec des dissociations de certaines molécules avec des ions polyatomiques, puis des questions de concentration de solution en masse molaire. Bon, OK, en molarité. Alors, on y va avec le numéro 1, lequel des énoncés est faux. Est-ce qu'on m'entend bien? On dirait que le micro ne fonctionne pas. Test 1, 2, on fait pause. Retest, on dirait que maintenant c'est revenu. Toc, toc, toc. Donc, c'est ça, je pense que j'avais un fil de débranché. On a changé de micro. On poursuit donc vrai ou faux? Lequel est faux? La force d'un électrolyte dépend de son taux de dissociation électrolytique. Oui, plus il se dissocie, plus il y aurait d'électrolytes en solution et plus le courant passera facilement. Un ion polyatomique est un groupe d'atomes qui porte une charge électrique. Et oui, effectivement, c'est encore vrai. Un pH de 0 possède des concentrations très élevées en ion H+. Effectivement, plus précisément, 1 mol par litre. Mais D, c'est probablement lui, une liaison ionique se forme généralement entre deux métaux. Non! C'est l'inverse, c'est plutôt entre deux non-métaux. Alors ça, c'était la mauvaise réponse. La réponse qui était fausse. Numéro 2, parmi les suivants, lequel décrit correctement une liaison covalente. Ça, c'est un partage d'électrons. La liaison qui résulte d'un transfert. Non! Pas un transfert. Ça serait ionique. Transfert, il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Il y a un positif et un négatif. Liaison qui transforme les atomes en gaz inertes. Non! 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 Les atomes ne deviennent jamais des gaz inertes. Ils peuvent avoir la stabilité de gaz inerte, mais pas devenir un gaz inerte. Liaison qui résulte d'un partage. Oui, un partage d'électrons. Je n'ai même pas besoin de lire le suivant, mais pour la forme. Liaison qui unit des éléments dont l'électronégativité est très différente. Non, ça serait ionique. Quand l'électronégativité est très différente, très électronégatif ou faiblement électronégatif, ça veut dire qu'il y en a un très fort qui va réussir à arracher les électrons de l'autre. Ça serait ionique. Non, les partages d'électrons, c'est dans les électronégativités semblables. Numéro 3. Déjà la section à réponse courte. Mais oui, c'est moins long. Identifie la nature de liaison dans les molécules suivantes. On coche ionique ou covalente. NaBr joint un métal et un non-métal. Donc, une liaison ionique. Le non-métal a une électronégativité beaucoup plus grande que le métal. Il va lui arracher ses électrons. Zouip, comme ça. Na3 et PO4. Mais PO4 est un ion polyatomique et Na est un métal. Donc, métal avec un ion polyatomique, ça le dit ion, c'est ionique. CH4. Alors là, on a ici deux éléments qui ont une électronégativité semblable et ils vont faire une liaison covalente. Les deux sont des non-métaux. Deux non-métaux encore, en fait, le même élément lui-même. Quand on a le même élément avec lui-même, c'est covalent. Là, on me posait la question parfois en classe. Oui, mais si c'est deux métaux attachés ensemble, genre deux fers, bah, ça n'arrive pas vraiment. Donc, on saute par-dessus. Ca3N2. Alors, on a un métal, un non-métal, on a une liaison ionique. Donc, oui, on peut se faire ça comme règle générale. Métal, non-métal, ionique. Mais il faut aussi penser que les acides et les bases peuvent aussi faire des liaisons ioniques. MgOH, ionique ou covalent? Alors, on a un métal suivi de hydroxyde, c'est une base, c'est ionique. CCl4, encore une fois, on a deux éléments qui sont plutôt à droite du tableau avec des électronégativités similaires. C'est une liaison covalente. NO2, même chose. L'azote et l'oxygène sont un à côté de l'autre dans le tableau périodique. Une semblable électronégativité. Tout comme P et O, qui sont relativement proches en diagonale l'un de l'autre. Deux non-métaux, donc liaison covalente également. Puis CaClO3 deux fois, bien, il y a encore un métal là-dedans. On a une liaison ionique. Et là, maintenant, je sais ce que vous dites. Ouais, mais attention, là, dans CaClO3, il y a un métal, fait que c'est ionique. Mais le ClO, lui, ça, c'est deux non-métaux. Fait que oui, on peut y voir du covalent, mais je vais faire le lien à l'intérieur de l'ion polyatomique. Les liaisons sont covalentes. Alors, on va trouver la même situation au niveau de l'hydroxyde. À l'intérieur de l'ion hydroxyde, oui, la liaison, elle est covalente. Mais tout comme pour le PO4, qu'on appelle aussi le
C'est quoi le nom de cet ion-là? Phosphore devient phosphate. Fait que lui aussi pourrait être vu comme covalente et ionique à la fois. Numéro 4. Déplaçons ça. Indique le nom ou la formule chimique des éléments suivants. Alors, si on a la formule, on donne le nom. Si on a la formule, on donne si on a la formule, on donne le nom. Si on a le nom, on donne la formule. Ça revient à ça. Bon, alors on se souvient, quand on veut nommer un composé binaire, c'est-à-dire avec deux éléments simplement, on y va de droite à gauche en transformant les indices en préfixes numériques. On va modifier un petit peu le nom dérivé du premier élément qui sera nommé. Et on terminera avec, encore une fois, là, la transformation du préfixe. Et on nomme le dernier élément sans changer son nom. Donc, de droite à gauche, on voit 5, ce qui se traduit en penta. Avec un E David. Pas panda. Quoique c'est mignon, un panda. Et là, vu qu'on a pentaoxyde, c'est pas très joli, on peut aussi dire pentoxyde. Tu vois, oxygène devient oxyde. Pentoxyde, 2. Quand on change d'élément, on rajoute un 2. Et là, ce qu'on a ici, c'est 2 qui devient di. Et P pour le phosphore. Et lui, on ne change pas son nom de diphosphore. En un seul mot, diphosphore. Je respire fort, je sais. On fait du ASMR. Écoutez mon crayon. Ben alors, on prend notre sérieux, puis on continue. Bicarbonate de potassium. Alors, c'est encore là, bicarbonate de potassium. Là, si je veux écrire la formule, je vais comme l'écrire à l'envers, de droite à gauche. Bi veut dire 2. Carbonate. Je m'en allais mettre un 2. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois l'ion bicarbonate. On l'a appris par cœur, celui-là. En fait, on a appris l'ion carbonate, qui est CO3, 1 moins ou 2 moins? Attends, laissez-moi me rappeler, là. Il a mangé le camel. 1, 2, 3, 2. 2 moins. Ah, je m'en rappelle, hein? Et le bicarbonate, lui, c'est quand on le coupe en deux, ça devient HCO3-. On coupe le 2, on le divise, et on le coupe avec quoi? Avec une H. Ça, c'est le bicarbonate de potassium. Alors, je vais écrire ça dans le bon ordre. Bicarbonate va être le dernier, et potassium sera le premier. On se rappelle, ça s'écrit inversé. Donc, potassium en premier, un seul potassium, et bicarbonate, donc on aurait le H. Oui, c'est ça, HCO3. Et on n'écrit pas les charges électriques. Une fois dans la molécule, le signe négatif s'annule avec le positif du potassium. LiH, on écrit ça à l'envers, donc le H en premier. On va appeler ça hydrure, pas hydrogénure. Il y en a qui font cette erreur-là. On ne la fait pas, nous. Non. Hydrure de lithium. Puis on a phosphate de trisodium. Encore ça, on va le mettre à l'envers. Trisodium va être la première chose qu'on va nommer. Sodium, c'est Na, mais il y en a 3. Donc, Na3. Phosphate, c'est pas P, c'est l'ion phosphate. Donc, PO4. PO4 est 3 négatifs. Les 3 sodium vont ajouter 3 charges positives. Ça fait une charge de 0, donc on n'écrit aucune charge dans la formule de la molécule. Difluorure de calcium. On met ça à l'envers. Regarde, difluorure. Je commencerai par 2. Fluorure de calcium, donc Ca en premier. Ca3N2. Alors, pas azoture, nitrure de tricalcium. Nitrure de tricalcium. MgSO4. On est tenté de dire tétraoxyde sulfureux, mais non! On se rappellera que SO4 est un ion polyatomique qui s'appelle sulfate. Donc, un sulfate de magnésium. N'oublions pas qu'on inverse tout ça. Sulfate va devenir le premier élément nommé, ou la première particule nommée, là. Sulfate de magnésium. Et on finit avec le nitrate d'argent, qu'on inverse tout ça. Donc, Ag vient en premier. Ag. Et nitrate est un ion polyatomique. NO2 ou 3? C'est 3, parce que nitrite, ça serait NO2.
Et voilà comment on nomme certaines molécules avec des ions polyatomiques. On tourne la page. À l'aide de la notation de Lewis, représente les liaisons chimiques des composés suivants. Un composé formé de soufre et sodium. Alors, soufre et sodium, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est ionique ou covalent, on se pose la question. Il y a un métal là-dedans avec un non-métal. Ça sera une liaison ionique. Alors, qu'est-ce que je vous suggérais? Je vous disais, quand on veut illustrer une liaison ionique, on peut faire un avant et après. Le sodium, son ion est le Na+. Le soufre, son ion est le S2-. Pour annuler la charge doublement négative du soufre, il va nous falloir 2 ions de sodium. Donc, je vais placer mon soufre au centre et 2 sodium qui vont lui partager ou transférer des électrons. Dans cette situation-ci, je vais juste placer mon soufre au milieu. Dans cette situation-ci, on est dans une liaison ionique. Le sodium va donc céder ses électrons de valence au soufre. Combien d'électrons de valence? Bien, on va illustrer ça. Le sodium possède 1 électron de valence. Le soufre en possède 6. On va illustrer le transfert des électrons de valence du sodium vers le soufre. Et on va présenter le résultat final en dessous. Résultat final, le soufre, c'est maintenant garni de 8 électrons de valence sur un maximum de 8. Mais ce faisant, il a gagné 2 électrons et il devient chargé doublement négativement. Et les 2 ions de sodium vont simplement être attirés par le soufre. On va montrer une couche de valence dégarnie. En fait, la 3e couche est dégarnie sans qu'on illustre les 2 premières. En fait, la précédente. On va faire quelque chose de semblable avec le calcium et le fluor. Cette fois-ci, le calcium, il faut comprendre qu'il possédera une charge ionique de 2+, et le fluor, -1. Le calcium aura donc besoin de 2 fluors pour annuler sa charge positive. Plaçons le calcium au centre, avec, mettons, ces 2 électrons de valence. Je peux les illustrer comme ça aussi. Et les fluors côte à côte, qui vont s'arracher les électrons du calcium. Pourquoi se les arracher? Parce que le fluor, il possède 7 électrons de valence, ce qui le rend quand même très électronégatif, au point de vouloir arracher les électrons de ses atomes voisins. Alors, dans ce cas-ci, on a un métal qui va allègrement céder ses électrons au fluor, et ce qui nous donnera un résultat final d'un atome de calcium qui a perdu ses électrons, deviendra un ion Ca2+, bordé de 2 atomes de fluor, très heureux d'avoir reçu un 8e électron de valence. Ça les rendra négatifs, par contre, ces 2 ions-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Négatif. Alors, bien sûr, 2 charges négatives et 2 charges positives pour le calcium. Enfin, on va présenter un composé de phosphore et d'azote. Dans ce cas-là, c'est sans équivoque. Le phosphore et l'azote sont 2 non-métaux. Les 2 sont dans la famille 5. Et les 2 éléments là-dedans, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent partager 3 liaisons. Alors, on a un match parfait entre le phosphore et l'azote, dans lequel 5 électrons de valence, dont 2 sont déjà en doublet, vont communiquer l'un à l'autre. Partage d'électrons, partage d'électrons, partage d'électrons, ce qui nous donnerait une molécule de PN ainsi. On se bardera pas trop avec ça et on continue au numéro 6. Complète les équations de dissociation électrolytique. HClO3. Bon, déjà, est-ce que ça va se dissocier? Ça commence par H, c'est suivi par un groupe de non-métaux. On peut donc couper H plus ClO3 et ils vont rester ensemble. C'est un ion de chlorate.
On se souvient de chloride, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? On va ajouter les charges. L'hydrogène devient 1+. L'ion chlorate, lui, il est 1-. Est-ce qu'on a des coefficients à mettre devant? Non, il y avait un seul H, un seul CO3. N'oublions pas de présenter que ça, on va le trouver en phase aqueuse. On travaille de façon semblable pour B. On a le calcium et, oui, le carbonate. Alors, Ca aqueux plus CO3 aqueux, c'est nécessaire de présenter sa phase. L'ion carbonate, il est 2 négatif. L'ion calcium, il est 2 positif. Les bilans de charge sont parfaits. Il n'y a pas de coefficient à mettre sur aucun d'eux. H2, CrO4. C'était chlorate ici. Alors, le suivant qu'on a là, on peut séparer parce qu'on a métal, non-métal. Oui, bon, le chrome est métallique, mais c'est un ion polyatomique, donc on va le traiter comme quoi on a H plus un polyatomique. On coupe H aqueux plus CrO4 aqueux. Le chromate, lui, il a une charge de 2-. Chaque hydrogène a une charge 1+. Et là, si on remarque, nous avions 2 hydrogènes, donc on va présenter un coefficient de 2. 2 positifs, 2 négatifs, tout va bien. On a Na3PO4. On peut couper parce qu'on a un métal suivi d'un ion polyatomique. Na aqueux plus PO4, c'est le phosphate. PO4 aqueux. La charge du PO4 est de 3-. 3 charges négatives sur cet ion-là. Chaque sodium a une charge de +1, mais il y a 3 ici, là, éléments de sodium. Ensuite, tiens, NH4. NH4 qu'on avait mentionné, il peut prendre la place d'un métal. Alors, NH4, on va le traiter comme un métal suivi d'un ion polyatomique, ça veut dire comme un sel. On peut en faire la séparation. Dans ce cas-là, on ne coupe pas après N, on coupe après l'ion. On coupe après NH4, ce qui va nous donner NH4 aqueux, plus, voyons, on coupe une seule fois, le sulfate SO4 aqueux. Comme d'habitude, SO4, il est 2-. Et l'ion de NH4, hein, c'est l'ion ammonium. Pour un instant, j'ai oublié l'ion. Il y avait un coefficient de 2 à mettre en avant. 2 ions de NH4 plus vont annuler la charge de 2 négatifs du sulfate. Et le dernier, mais non le moindre, NH4-CH2. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben, on reconnaît l'ion acétate et encore une fois, l'ion ammonium. On peut séparer NH4 aqueux plus CHCO. Wow! C'est pas l'acétate, cette affaire-là. C'est supposé être CH3COOH. Est-ce qu'on pourrait signaler à la maison d'édition qu'ils ont fait une petite erreur ici? Cette molécule ne peut pas exister. Il y a des lois dans la nature qu'il faut respecter. Et là, donc, CH3COOH. Voilà, ça c'est négatif. Négatif, j'ai oublié de mettre positif. J'ai oublié de mettre la queue. Je m'emporte quand je suis fâché, là. Ouf, je suis fâché dur, là. Oh, fâché. OK, on se reprend. On coupe, on sépare l'ammonium et l'acétate et on indique les charges. Il n'y a pas de coefficient parce qu'il y a un seul groupe NH4, un seul groupe d'acétate. On n'oublie pas de mentionner qu'ils sont maintenant sous phase aqueuse. Voilà, je redeviens zen. Question 7. Indique si, à des concentrations égales, les illustrations suivantes représentent un électrolyte fort ou faible. Comment on peut voir si c'est un électrolyte fort ou faible? Bien, ça dépend de l'intensité de l'ampoule. Ben là, c'est pas super évident. L'ampoule est jaune. Est-ce qu'elle brille très fortement? On n'a pas d'outil de comparaison, mais bon, elle est complètement jaune. Fait qu'on peut y reconnaître qu'une ampoule brille fortement dans un électrolyte fort. Électrolyte fort.
Monsieur, je peux-tu juste écrire fort? Non. À droite, qu'est-ce qu'on a? On a la molécule AB qui se sépare en ions A+, et B-. En pourcentage, on se rend compte qu'on a très peu d'ions A+, et B-. La majorité des molécules sont encore sous forme AB. Elles ne se sont pas dissociées. Le taux de dissociation est faible. Nous avons donc un électrolyte faible qui va libérer très peu d'ions en solution. Question 8. Associe la concentration molaire en ion H+, à la solution correspondante. Oh, ça, j'aime ça. On joue avec les exposants et les puissances de 10. Alors, si j'ai 0,01 mol par litre, ça, là, le nombre 0,01, c'est la combienième puissance de 10? C'est comme 10 à la moins 2. Ici, ben, on a 1 fois 10 à la moins 8. Aha! Donc, on a déjà un exposant de pH2, de pH8, parce que l'exposant correspond au pH. La valeur absolue de l'exposant correspond au pH. Ici, ça, c'est une puissance de 10, mais laquelle? 10 à la 0, à la moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, ça, c'est 1 fois 10 moins 5. Ça veut dire un pH 5. Celui-là, on a 1, 2, 3, 4. 1 fois 10 moins 4, c'est-à-dire un pH 4. OK! La solution 1 possède un pH de 4. Qui est-elle? Ben, D. Bien plus facile de même, hein? D'abord, on transforme tout ça en pH. Après ça, on répond. 2. La solution 2 est 100 fois plus acide qu'une solution de pH neutre. Une solution de pH neutre est à 7. 100 fois plus acide, ça veut dire 2 bons dans l'échelle de pH, de 6 à 5. Donc, c'est comme si on avait un exposant de 2 de moins. Ben, 10 à la 7, 10 à la 5, tac. C'est ceci. Il est légèrement basique. Mais lequel est basique là-dedans? pH de 8, c'est vrai, c'est légèrement basique. Et ça a la plus grande concentration molaire en H+, oui, un pH de 2, c'est la plus grande concentration qu'on a vue ici. DCBA. Voilà pour cette page. C'est pas si pire, hein? Hey, la partie STE là-dessus, là, on se rend compte, il n'y a pas grand-chose dans le chapitre 2. Numéro 9. Ahmed, il utilise 100 g de chlorure d'ammonium pour préparer une solution de 300 ml. Quelle est la concentration molaire de la solution? On cherche la concentration. J'écris tout de suite que je la veux en mol par litre. Je vais avoir besoin de calculer la concentration molaire, c'est-à-dire le nombre de moles divisé par le volume. Mon volume doit être en litres. Je vais transformer mon 300 ml en litres. Et j'ai besoin aussi du nombre de moles. Mais je ne l'ai pas, le nombre de moles. Par contre, je connais la masse et je peux calculer la masse molaire. À partir de ça, je peux évaluer que petit n sera égal à petit m sur grand M. Alors, j'ai besoin d'aller chercher la masse molaire de cette substance, le NH4Cl. Alors, pour l'azote, si je ne me trompe pas, il s'agit de 14,02 ou 0,1. Ça, je vais vérifier. 0,1 grammes par mol, plus 4 fois l'hydrogène, donc plus 4 fois 1,01 grammes par mol, plus le chlore qui est de 35 et 45 grammes par mol. La masse molaire de cette créature est donc de 18,5 plus ça, 50, 53,5. Oui, 53,5 grammes par mol. OK, j'ai la masse molaire, je connais la masse qui est de 100 grammes, M est égal à 100 grammes. À partir de ces deux infos, je peux aller trouver mon nombre de moles. Alors, je fais mes calculs. N sera égal à 100 grammes divisé par 53,5 grammes par mol. Le nombre de moles est donc un petit peu plus petit que 2. C'est 1,8 environ, 1,869 mol.
Pourquoi arrondir quand on n'a pas fini? Alors, gardons ces nombres-là et allons faire notre calcul final, la concentration. Mon nombre de moles divisé par le volume en litres, 0,3 litres. Alors, j'ai des moles sur des litres, ça devrait bien aller. À peu près 6. Donc, C égale, on arrive à 6,23 moles par litre. C'est ma concentration. Donc, réponse, C égale 6,23 moles par litre. Numéro 10. Mathis verse 140 grammes de sel, NaCl. Peut-être qu'il va falloir que je calcule sa masse molaire. Je prends ça en note. Dans un récipient contenant un peu d'eau. Donc, je fais une dissolution. Un peu d'eau. Quel devrait être le volume de solution pour que la concentration soit de 4 moles par litre? OK, je cherche le volume de solution. Bien, forcément en litres. Pourquoi? La concentration va être en moles par litre. Bon sang, qui a oublié de payer la facture d'hydro? Tout faire soi-même. Reprenons. Je connais un volume. Je cherche un volume. Je connais une concentration en moles par litre. 4,0 moles par litre, 0 moles par litre. J'ai pas le nombre de moles. Dommage, parce que si j'avais le nombre de moles, ben, je pourrais faire V est égal à nombre de moles N divisé par C. Et j'aurai immédiatement mon volume. Mais pour ça, il va falloir que j'attende un peu et que je me serve de la masse de 140 grammes pour aller calculer, petit n, le nombre de moles. Alors ça, c'est des formules qu'on utilise souvent, puis vous n'avez vraiment pas fini de vous en servir. Il faut les mémoriser par cœur. OK. Alors, j'ai besoin de calculer d'abord le nombre de moles, la masse divisée par la masse molaire. La masse molaire du NaCl, ben, on commence à la connaître par cœur, hein, parce qu'on va obtenir 22,99 grammes par mol, plus 35,45 grammes par mol, ce qui nous donne une masse molaire de 58,44. 58,44. Bon, là, c'est pas super clair. Ça ressemble à un M minuscule. Il me faut un M pointu. Voilà. Masse molaire de mon sel. OK. Je peux faire mon premier calcul. N est égal à 140 grammes divisé par 58,44 grammes par mol. Ce qui va me donner un nombre de moles un petit peu plus petit que 3, 2,4. 2,4 moles de sel. Maintenant que j'ai ma quantité en nombre de moles, j'ai ma concentration, je peux aller évaluer son volume. V sera égal à mon nombre de moles divisé par la concentration, moles par litre. Et vous voyez, nos moles vont disparaître, il va rester les litres. Le volume de solution pour la préparer serait donc de 0,60 litres ou bien 600 millilitres. Ensuite, l'urée est un déchet organique qui est éliminé dans l'urine. Oui, forcément, on a appris ça l'an dernier. Sa concentration dans le sang des jeunes de 14 à 19 ans devrait se situer entre 2,9 fois 10-3 moles par litre et 7,50 fois 10-3 moles par litre. Donc, entre 2,9 et 7,5 millièmes de mol par litre. Lors d'une analyse sanguine, on mesure une concentration de 350 ppm d'urée. Cet échantillon de sang représente-t-il un taux normal d'urée? Bon. Là, on a une concentration en ppm. Il va falloir la transformer en mol par litre. OK. Bon, qu'est-ce qu'on a comme illustration ici, là? Imaginons qu'on a pris un échantillon d'urine dans un petit pot, là, et qu'on en a ramassé 350 ppm de concentration. 350 ppm, ça veut dire 350 mg d'urée par litre d'urine. Donc, dans un contenant de 1 litre, on retrouverait 350 mg ou bien
0,35 g de soluté. J'ai donc une quantité de soluté hypothétique et une quantité de solution. Je les prends en note. Ma masse de soluté, masse, c'est des grammes ici, 0,35 g. Mon volume de solution serait 1 litre. Je veux transformer ça en mol par litre. Alors, 0,35 g correspond à combien de moles? J'ai besoin de la masse molaire de ce petit monstre-là. Alors, calculons la masse molaire de masse molaire pointue de l'urée. Ça veut dire celle du carbone, c'est-à-dire 12,01, plus masse molaire des 4 hydrogènes, 4,04, plus masse molaire des 2 azotes, 28,02, plus masse molaire de l'oxygène, 16,00. Pour un total, masse molaire de l'urée, 1 litre, 7, 0, 2, 6, 14, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60,07 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire de l'urée. Avec la masse molaire de l'urée et la masse de l'urée, je peux calculer le nombre de moles. Hein? La masse divisée par la masse molaire. Alors, je fais ce calcul-là en premier. N égale 0,35 grammes divisé par 60,07 grammes par mol. Mon nombre de moles sera donc plutôt petit. En faisant ce calcul-là, on arrive à 0,05 et 88. 0,00. Ah là 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 là. 5, 8, 3. J'ai de la misère à lire ma calculatrice. Mol. Quelle est la valeur donc de la concentration en mol par litre? Bien, vu que ça se trouve dans 1 litre de solution, C est égal à N sur V, bien, je prends ma quantité de mol divisée par 1 litre, donc divisé par 1. Ça m'amène à une concentration de 0,00583 mol dans 1 litre, donc par litre. Maintenant, je vais le comparer avec mes grandeurs qui sont déjà en notation scientifique. Je vais transformer ma valeur en notation scientifique. Je déplacerai ma virgule de 1, 2, 3 positions, qui m'amènerait avec un C égal à 5,83 fois 10 moins 3 mol par litre. Eh bien oui, cette valeur-là se trouve très bien à l'intérieur de la moyenne, la moyenne normale chez les adolescents. Alors, réponse, oui, il faut comparer. C'est oui, virgule, car 5,83. Là, on n'a pas de place pour écrire tout ça. Encore une fois, là, sérieux, là. Ceux qui connaissent les gens qui font travail dans les maisons d'édition, il nous faudrait 3 lignes pour faire la justification, là. C'est oui, car la concentration de l'échantillon est de 5,83 fois 10 exposant moins 3 mol par litre, ce qui se situe entre 2,90 fois 10 moins 3 et 7,50 fois 10 moins 3 mol par litre. On peut-tu avoir de l'espace, s'il vous plaît? Je suis hystérique en ce moment. Donc, oui, car... Qu'est-ce que ça? Calmons-nous et utilisons ce qu'on a appris en mathématiques. Oui, car 2,90 fois 10 moins 3 est plus petit que 5,83 fois 10 moins 3, qui lui est plus petit que 7,50 fois 10 moins 3 mol par litre. Bon. Hein? Next! B. Sachant que le corps humain contient environ 6 litres de sang, quelle masse d'urée retrouve-t-on si sa concentration est de 5,5 fois 10 moins 3 mol par litre? Bon, il ne faut pas avoir peur du travail parce qu'on a des notations scientifiques. J'ai le volume de sang dans le corps, V égale 6 litres. C'est très bien, on parle de mol par litre. J'ai besoin de connaître la masse, et pour connaître la masse en grammes, j'ai besoin de connaître le nombre de moles. Et pour connaître le nombre de moles, j'ai besoin de la concentration, qui est de 5,5 fois 10 moins 3 mol par litre, ou bien 5,5 millimoles par litre.
Commençons par chercher le nombre de mol. Petit n sera égal à m égale CV, donc C fois V. Petit n sera donc égal à 5,5 fois 10 moins 3 mol par litre, multiplié par 6 litres. Le nombre de mol est donc de, bon, 6 fois ça fait 30,33. C'est ça? 33. Ça arrive à ça. Fois 10 moins 3, ça fait 1, 2, 3. Ding, 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 ding. Donc 3,3 fois 10 moins 2. Ou si vous préférez 0,033 mol. OK? Ensuite, on a notre nombre de mol. On veut trouver notre masse maintenant. On se souvient que la masse molaire était de 60,07. Pour trouver la masse, on fait le nombre de mol multiplié par la masse molaire. Donc, petit m sera égal à notre 0,033 mol multiplié par la masse molaire, 60,07 grammes par mol. Bon, là, calculatrice. Environ 1,98 grammes d'urée dans le sang d'une personne. Alors, réponse, environ 2 grammes. Là. La masse sera égale à 1,98 grammes. Drop de crayon. Ouf! Il n'y avait pas beaucoup de problèmes, mais elles sont longues, les résolutions. Elles prennent souvent plus qu'une étape. C'est sûr, quand on les explique, ça prend plus de temps. Il faut verbaliser tout ça. Hein? Mais en gros, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a souvent 2 calculs à faire. Une transformation de grammes en mol ou de mol en grammes, puis ensuite un calcul à faire avec la formule de la concentration molaire. Généralement, c'est ce qu'on trouve et c'est ce qui rend les problèmes plus longs, n'est-ce pas? À chaque fois, on a remarqué qu'on a dû travailler avec les 2 formules en même temps. Ça met fin à cette capsule de bilan de la section STE. Allons nous reposer un petit peu.